Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est votre rendez-vous avec Pierre-Emmanuel, en tête-à-tête avec Pierre-Emmanuel, où nous discutons de différents sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. C'est celui d'une éventuelle intervention militaire en Haïti et surtout la valse hésitation qu'on constate chez les pays, chez les dirigeants des pays comme le Canada et les États-Unis, qui sont à l'avant-garde de cette perspective d'intervention. Pour en discuter aujourd'hui, nous allons recevoir le professeur Pierre Buteau, qui est président de la Société haïtienne d'histoire. Et avec Pierre Buteau, on va mettre l'actualité en perspective en regard de l'histoire. Pierre Buteau, bienvenue à Tête avec Pierre-Emmanuel. Eh bien, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour être de ce tête-à-tête. Et je dis bonjour à l'ensemble des auditrices et auditeurs. Et merci, Pierre-Emmanuel, de m'avoir invité. Alors, Pierrot, la première chose qui retient l'attention, c'est qu'on avait l'impression qu'on était plus proche d'une intervention de l'international que plus loin. Des jours, on a l'impression que l'intervention, c'est pour bientôt. D'autres jours, cette possibilité s'écarte de plus en plus. Donc, on est en train de se dire que veut l'international après le coup de pied dans la guêpière qu'on avait l'impression qui avait été donné par le Canada, avec une valse de sanctions contre des hommes politiques, contre des membres du gouvernement et contre des membres du secteur privé. On se disait que l'international voulait aller dans la direction d'un assainissement d'un côté versus ou parallèlement à la possibilité d'une intervention militaire. Mais là, on a l'impression que cette valse intervention nous garde au point de départ, Pierre Buteau. Oui, point de départ. J'aime bien cette expression dans la mesure où cette intervention souhaitée par les responsables haïtiens actuels, illégitime et inscrite dans l'illégalité constitutionnelle la plus totale, montre bien qu'ils sont totalement dépassés par la situation. Mais il faut bien noter et signaler que cette situation-là est en partie une conséquence des différentes interventions et surtout des décisions qui ont été arrêtées, imposées même, ou bien avec la complicité des dirigeants haïtiens. Et ces décisions, tant sur le plan économique que sur le plan proprement sécuritaire, ont contribué à une désagrégation du tissu socio-économique, mais aussi du tissu sociopolitique. Et surtout, cela a entraîné, compte tenu de ces décisions relevant de maladresse et, on peut le dire, d'une certaine méconnaissance de la réalité sociologique haïtienne, pourquoi ne pas le dire, cela a contribué, toutes ces interventions en tout cas, à, pas que ces interventions, les gens qui ont été complices aussi, ils ont contribué dans une large mesure à la dégradation de la situation actuelle. Et entre autres, à un affaiblissement énorme de ce qu'on peut appeler les puissances publiques chargées de la sécurité et de la protection de ce territoire et aussi de la protection des vies et des biens. Et cet éclatement des puissances publiques, cet affaiblissement des puissances publiques provoqué par les décisions maladroites qui ont été arrêtées. D'abord, comment penser? C'est vrai qu'on avait toutes sortes de choses avec l'armée. Et Mano, 3 mois, on pestait toujours contre cette armée-là. Et compte tenu de ces graves dérives par rapport à la question des droits humains, par rapport à la question aussi des citoyens, nous pouvons dire une chose, on peut l'avancer, je crois qu'on est en droit de l'avancer, c'est que, en principe, comment
confier la sécurité d'un corps social aussi diversifié, aussi massifié sur un territoire exigu à une seule force publique, en l'occurrence une force de police. Lors de la première occupation, et tragique en elle-même, celle du 15, 25 et du 28 juillet 1915, ils ont très vite compris, après la révocation de l'armée traditionnelle issue de 1804, qu'il fallait une gendarmerie, et cette gendarmerie s'est bien vite transformée en garde d'Haïti pour devenir bien plus tard, les forces armées d'Haïti. Or, on aurait pu procéder à une réforme sérieuse de l'armée et coupler cette armée-là avec une police nationale. Mais comment confier la sécurité d'une population urbaine, de plus en plus urbanisée, mais de plus en plus urbaine, mais non urbanisée, à une force de police, alors que cette population n'a aucune discipline sociale, n'a aucune espèce de sentiment de collectif, ni n'a pas ce qu'on appelle une sorte de relation sociale fondée sur des convenances. À partir de ce moment, ce sont des urbains, pour la plupart dans des espaces urbains, et pas que Port-au-Prince. Port-au-Prince a été d'abord la grande victime de cette croissance démographique désordonnée, et ensuite de cette invasion des provinces à Port-au-Prince. Aujourd'hui, toutes les provinces, toutes les grandes villes, les grandes métropoles connaissent le même fléau, la même situation, une densification énorme des espaces publics. Sinon, il n'y a plus d'espace public. Il y a si l'on veut, c'est ce qu'on appelle Haïti est devenu une société de masse et une police très limitée, une police avec des conditions particulières et qui a surtout une vocation urbaine. Voilà qu'on confie justement la sécurité de ce pays à une force de police et qui, à mon humble avis, c'est vrai qu'une armée, c'est lourd et financièrement pour les équipements, mais je crois que un policier, le coût d'entretien de policier vaut largement celui de 3 soldats. Bon, avec une chose aussi que tu n'as pas évoquée, le fait que cette police, au fil des années, en particulier les dernières années, euh, s'est vue, a été quasiment infiltrée. Est-ce qu'infiltrée, c'est le terme approprié? Mais en tout cas, on parle d'au moins 40 à 50% de cette police qui se trouve associée à des gangs qui sont en train de fonctionner sur le terrain. Fort Maintenant, bien. une chose sur laquelle je voudrais revenir, Piro, c'est ce constat que tu as fait par rapport à la communauté internationale et les 20 dernières années de présence internationale ou de mise sous tutelle dans certains cas. C'est une force qui est arrivée, c'est une mission des Nations Unies qui avait pour objectif de renforcer les institutions. Finalement, les institutions n'ont jamais été aussi à terre que lors du départ de cette mission des Nations Unies. Alors, est-ce que c'est le constat et cette suspicion légitime des Haïtiens qui justifie ou qui expliquerait cette valse hésitation qu'on constate au niveau de l'international? Moi, je crois que l'international est en train de se poser des questions et surtout de questionner le bien fondé de sa présence en Haïti. Parce que toutes les initiatives arrêtées par les responsables haïtiens de concert avec l'international, toutes les institutions montées par l'international et avec les responsables haïtiens, ces institutions ne semblent pas du tout correspondre avec le réel sociologique de ce pays, avec la réalité sociologique de la population. C'est ce qu'on est en droit de se dire. En d'autres termes, plutôt, ce qui s'est passé aussi, il faut le dire, le caractère, la nature du régime des Duvalier a pesé énormément dans cette transition-là.
Mhm. Je crois qu'on a fait le contraire de ce qu'il était convenu de faire après l'effondrement d'un régime de cette nature. Toutes les expériences qu'on a connues dans le monde, incluant des pays tout à fait éloignés sociologiquement et culturellement d'Haïti, Mhm. je peux prendre l'Allemagne, l'Italie, qui ont connu des régimes fascistes, donc à caractère totalitaire. Des exemples plus proches de nous, et le Nicaragua des Stroessner, Alfredo Stroessner. des Somoza, Ok. le Paraguay des Stroessner, Oui, c'est ça, et, pareil. dans les années 60, on peut Mhm. citer le cas de la République dominicaine. Ces pays-là ont pu, en principe, effectuer des mutations, ont pu sortir de ces régimes de type totalitaire sans pour autant rompre avec l'histoire institutionnelle de leur pays, avec l'héritage constitutionnel, l'héritage institutionnel de leur pays, ce qui Mhm. n'a pas été le cas d'Haïti. Et je noterai que toutes les crises qu'a connues Haïti durant tout ce 19e siècle et même dans une bonne partie du 20e siècle, j'exclus pour l'instant les Duvaliers, on peut le dire, ça a été des crises d'État. Et Mhm. ces crises d'État ont pu être surmontées en toute autonomie jusqu'à l'occupation américaine. Et après le départ des Américains, il y a eu une autre forme de régime politique, un régime plutôt civilo-politique, et ce régime était surtout dirigé par des gens qui avaient une certaine expérience politique avant l'occupation et sous l'occupation. Si on se réfère à tous les chefs d'État que cette période post-occupation qu'Haïti a connu durant toute cette période post-occupation. Je veux citer Vincent, je peux citer des, et, et, Lescaut et Estimé et jusqu'à Magloire. C'était des gens qui avaient une certaine expérience des affaires de l'État, qui avaient une grande expérience aussi bon, une certaine culture politique Ah, aussi. c'est ce que j'allais Une dire. certaine culture politique aussi. C'est un personnel politique bien mieux rodé, bien mieux préparé et davantage inscrit dans le long temps de l'histoire de ce pays. Or, le départ des Duvaliers, avec le départ des Duvaliers, on s'est trouvé confronté à un problème. Il fallait tout simplement recadrer institutionnellement ce pays. Parce que l'État duvalierien, en tant que projet totalitaire et concrétisé, matérialisé sur près de 30 ans, ce projet totalitaire avait totalement ventousé les institutions haïtiennes. Si bien qu'après le départ des Duvaliers, on a oublié qu'il y avait qu'il y avait une communauté haïtienne qui existait avant 1957 et avant le grand tournant totalitaire des années 64 de Duvalier. Oui. Or, oui, vous Mais, savez, oui, oui, il y a pardon, une Emmanuel. chose qui retient mon attention dans tout ça, c'est dans cette analyse l'absence d'une institution qu'est l'armée d'Haïti, qui pourrait, d'après ce que j'ai compris, qui aurait pu répondre mieux à la situation actuelle. Mais n'oublions pas, et tu l'as souligné, l'armée a été cette institution aussi qui s'est donné comme pouvoir, le pouvoir de faiseur et défaiseur de roi, le pouvoir de faiseur et défaiseur de président. Merci de le souligner. Mhm. Et je crois avoir compris certaines choses, enfin, maintenant qu'on en parle. J'ai l'impression que la police nationale est le produit d'une relation de tension issue des solutions sorties de 1994 avec le retour d'un président légitime et avec l'aide des mérites. Or, ce qui s'est passé, on ne voulait plus, compte tenu du cadre démocratique dans lequel on voulait insérer Haïti, on ne Mhm. voulait plus de coup d'État. À Mhm. partir de ce moment, la seule manière d'éviter les coups d'État, c'est de supprimer l'armée. Mhm. D'autant que les relations de tension entre le gouvernement de l'époque lavalassien Mhm. et l'administration Clinton, eh bien, ces relations de tension ont conduit à l'éclatement de l'armée. Et on s'est dit, beau prétexte, parce que
on sera épargné par ce qu'on appelle les coups d'État. Mhm. Mais ce qu'on a oublié, c'est que l'aménagement superstructure au niveau de la superstructure de l'État qu'on Mhm. a effectué ne mord pas, n'est pas fonctionnel, ne peut pas fonctionner. C'est vrai que cette force de police a été montée de manière assez troublante. Mhm. D'abord, sous l'administration d'Aristide, et après, durant les 10 dernières années de PHTK, si on se réfère à certains témoignages, il y a des gens victimes de vetting qui avaient été exclus de la police et ces mêmes personnes se retrouvaient, voilà, 10 ans, pendant ces 10 années, dans les couloirs de ce qu'on appelle d'une force de police, dans les différents secteurs d'une force de police. Alors, à partir de ce moment, on le soulignait tout à l'heure, cette force de police, au départ, était déjà questionnable dans son entité. Et, pardon, un policier n'est pas astreint à la même discipline rigoureuse qu'un soldat dans l'armée, qu'un officier dans l'armée. Et c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on viendrait de revenir. On sent que dans cette police, la discipline n'est pas absolue, alors qu'elle est chargée de policer une société, une population qui est de moins en moins policée. Moi, je crois que c'est dans ce piège ils se sont piégés. Alors, c'est pourquoi ils hésitent à revenir avec l'armée. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le format dans lequel ils organisent les élections, le format dans lequel ils exercent un contrôle sur les différents présidents, ils veulent toujours que ces chefs d'État soient leur, en principe, chose. À partir de ce moment maintenant, on a constaté les dérives durant ces 10, 12 dernières années. À partir de ce moment, rien ne peut marcher. Bon, tu as évoqué quelque chose d'important aussi tout à l'heure, le fait que avant l'occupation de 1915, il y avait cette capacité de la classe politique, des élites, à passer au travers des différentes crises, mais on a l'impression que c'était un peu difficile dans le genre où on était tout le temps. L'histoire, à un certain moment, l'histoire d'Haïti est constituée de vive à bas, vive à bas. Il y avait une stagnation. On a eu des périodes heureuses. La plus récente, on est en train de célébrer, je crois, cette année les 5 glorieuses. Et ce qu'il y a dans tout ça, c'est que il y a une culture démocratique, entre guillemets, qui n'arrive pas à s'installer. C'est-à-dire que qu'on aille dans des élections, qu'on respecte les termes des mandats qui ont été donnés, etc. Pas de manière petite bourgeoise dans le genre où il n'y a pas de protestation pendant les 5 ans de mandat, etc. Non, je veux dire qu'au moins on sait qu'il y a des échéanciers qui sont prévus et des échéanciers qui seront respectés et qu'il n'y a pas de menace sur le terrain, qu'on ne revienne pas dans les années avant ou même après l'occupation, mais surtout avant l'occupation, où c'était des batailles de clans, des batailles de groupes, des batailles entre des chefs bouquements, etc., etc. Est-ce qu'on peut à la fois entrer dans une certaine modernité politique, Pierrot, euh, tout en ne mettant pas de côté les revendications? C'est-à-dire, quand je dis ça, les gens peuvent continuer à exprimer leur insatisfaction par rapport à un gouvernement, mais l'impression qu'on a, c'est que chaque fois que les gens gagnent les rues pour exprimer leur insatisfaction par rapport à un régime politique, par rapport à des situations économiques et autres, les revendications économiques sont rapidement transformées en revendications politiques de vive et à bas. Et c'est vrai, l'État haïtien est confronté à une crise aujourd'hui. C'est une crise qui semble la dépasser. Et l'international s'est positionné en tant que donneur de leçons, en donneur de leçons, mais s'est positionné aussi, à force de donner des leçons, en sujet politique. L'international ne fonctionne comme le personnel politique haïtien.
l'international privilégie l'instance politique et n'intervient qu'au niveau politique. Et en tant que sujet politique, maintenant, il a, comme tout sujet politique engagé dans un espace politique précis, il a des intérêts à défendre. Et ces intérêts présentent un caractère géostratégique. Il faut implanter la démocratie. C'est déjà une sorte de fanatisme de vouloir implanter un système politique en dehors de toute considération. Malgré la dégradation extrême sociale, économique et politique, sécuritaire d'Haïti, ce qui les intéresse, c'est d'organiser des élections et de faire semblant et de fonctionner dans un faux semblant de démocratie. Et à partir de ce moment, ça, en principe, leur permet de contrôler pas mal de pays et de jauger. Vous verrez, on verra qu'il y a eu un accord ce 21 décembre 2022, un accord qui est pratiquement mort-né. À mon avis, c'est un accord qui n'est pas du tout opérationnel et qui ne correspond pas à la dimension qui est devenue, c'est une crise d'État qui n'a pas été surmontée depuis l'effondrement des Duvaliers et qui s'est mieux en une crise sociale, en une crise de décomposition sociale énorme. Et alors, à partir de ce moment, pour résoudre la situation, il faut un minimum d'accord, soit, mais il faut surtout le montage d'un gouvernement totalement éloigné de la formule PHTK et surtout un gouvernement, à défaut d'avoir la légalité constitutionnelle, au moins une légitimité politique. Mais là, on entre dans l'actualité politique. Et puis, ce que je ne comprends pas, on avait l'impression que l'international disait vouloir un consensus entre tous les acteurs, mais pour ce qu'on a eu comme réaction jusqu'à présent, j'ai l'impression que la tentation de l'international, cette tentation qu'on a toujours sentie d'y aller le plus rapidement possible vers des élections, depuis la mort, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, cette tentation-là est revenue dans l'actualité parce que j'ai vu la réaction d'Hélène Lalim. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est aussi une création, cet accord est aussi une création du BINU, mais j'ai vu la réaction du BINU. J'ai l'impression que l'Union européenne est tentée d'aller dans cette direction. Est-ce que c'est aussi sûr que cet accord n'ira pas plus loin que ça? Sans arrogance aucune et avec beaucoup d'humilité, il n'y a pas de solution possible venue et capable de surmonter la situation, de résoudre la situation quand ces solutions proviennent d'une imposition, surtout venue de ce secteur-là. Parce que l'expérience a bien montré depuis ces 10 dernières années, à force d'interventions boiteuses et maladroites, ils ont contribué, ces différents éléments de ce secteur, de l'international, ils ont contribué à la dégradation aussi de cette situation. Or, ils sont le problème et aucune solution ne pourra provenir de ce problème. Tout comme l'administration actuelle, dirigée par l'actuel Premier ministre, c'est le problème, c'est plus la solution. S'allier avec un tel gouvernement, c'est ajouter à la liste des impotents. Pierrot, parce que ce gouvernement est d'une impuissance énorme, parce qu'il n'avait pas, en principe, accédé au pouvoir et il n'était sans doute pas assez conscient des enjeux et surtout de l'extrême complexité de la situation de ce pays. Une analyse sérieuse, une analyse, comme disent les spécialistes, l'analyse concrète d'une situation concrète. Est-ce qu'ils étaient informés de la situation catastrophique du Trésor public, de la situation catastrophique de ce qu'on appelle du système de défense de l'État haïtien? Vous voyez bien, est-ce qu'ils s'étaient questionnés
autour des capacités des forces publiques haïtiennes. Je ne sais pas, mais ce dont je suis certain, depuis bientôt, et ça fait 2021, bientôt 2 ans, ce gouvernement affiche une impuissance criante, l'international aussi. Et je crois que les Mhm. Américains et l'international se sont rendus compte qu'ils sont en train de labourer la mer et ne font qu'aggraver la situation haïtienne. Et cet accord du 21 décembre, je regrette ça pour les protagonistes de cet accord, contribueront à aggraver davantage la situation. Dernière question, Pierre Buteau. J'ai entendu beaucoup de tes collègues historiens ou autres dire qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de l'international dans la solution à la crise. Crois-tu, Pierrot, qu'on peut sortir de là sans l'international? Indéniablement. Mais attention, une Mhm. chose, l'international en tant que sujet politique peut Mhm. participer Mhm. à une proposition de sortie de crise. Mais l'international devrait se garder d'imposer une proposition de sortie de crise. Tant il dit, nous sommes d'accord pour une sortie haïtienne à la crise haïtienne, pendant qu'il dit ça, il propose, il impose des conditions. Il faut que tout le monde s'entende. En d'autres termes, il faut négocier avec le gouvernement en place. Mhm. Mhm. Alors, c'est ça la maladresse, ou bien délibérée aussi. C'est-à-dire qu'ils tiennent à garder ce pouvoir tel qu'il est, et c'est ce pouvoir qu'ils ont nommé dans des conditions exceptionnelles. Par tweet. Mais dernière, C'est ça le malentendu. pendant à la dernière question, Ils euh, peuvent négocier. est-ce Je crois qu'il faut négocier avec ce gouvernement. c'est ce que Il faut j'allais c'est ce que négocier j'allais te avec demander. ce Il est en place. gouvernement pour arrêter les conditions de son retrait. Très bien. Mais encore, je ne perds pas de vue que les gens qui prétendent ou ambitionnent ou seront placés pour les remplacer, ah ben, il faut que ces gens soient aussi avertis de la dimension de la crise. Parce que la crise, en principe, elle n'a pas été surmontée parce que les gens qui ont nourri la prétention de diriger ce pays n'avaient pas compris la nature de la crise. Et l'international a tellement de mépris, affiche tellement de mépris à l'endroit ou à l'encontre de ce pays, ne se donne pas la peine d'analyser la dimension de la crise. C'est une crise exceptionnelle, extrêmement grave, qui n'a pas eu de réponse adéquate depuis 30 ans et qui s'est transformée en une crise de décomposition sociale, traduite, cette crise de décomposition sociale, par la prolifération des gangs. Mhm. Et on notera que ces gangs se sont multipliés, ils existaient déjà, mais ils se sont multipliés du fait même de la dégradation matérielle de la situation. Et Pierre Buteau, aussi, la crise a une dimension telle, on ne questionne pas assez les mutations sociales qui se sont, qui se sont effectuées durant ces 30 dernières années. Une modernisation mal orientée et les instincts acquisitifs qui se sont accentués, orientés vers ce qu'on appelle la consommation la consommation, pardon, vers ce qu'on appelle l'assouvissement des objets de consommation courants. C'est énorme, c'est mhm. grave ce qui se passe. Bref, ce pays est confronté à des problèmes matériels qui dépassent ses ressources. Vous avez compris, quand il part, mesdames et messieurs, c'est difficile d'arrêter le Oh, professeur pardon, Buteau. Emmanuel, Pierrot, j'arrête. non, absolument. On aura le temps de revenir. Au contraire, c'est promettre de revenir à tes lumières, pour mettre de revenir à tes analyses lors de prochaines émissions.
Ça a été un immense Des plaisir. questions qui sont stimulantes aussi, il faut le dire. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là jusqu'à cette présente minute pour ce tête-à-tête avec le professeur Pierre Buteau autour de la situation en Haïti, la perspective d'intervention en regard de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, d'aimer et de partager cette page. Pierre Buteau, merci beaucoup et à bientôt. Et à très bientôt, Emmanuel. Mesdames, Merci de Messieurs, l'invitation. merci, bonjour, bonsoir, dépendant de notre voix, vous nous écoutiez et à bientôt.